réalisable grâce au studio derrière des micros. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au troisième podcast Au cœur de la jeune chambre. Je me présente Raphaël Pepin du 106.9 Mauricie, la radio à Trois-Rivières. Toujours un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs aujourd'hui. Donc Jean-Philippe Martin, copropriétaire du complexe La Violette et du Cornet du Coin. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Raphaël, bien content d'être avec vous. Ben certainement, merci d'être là. Et également Francis-Olivier Jutras, le propriétaire d'Adrénaline Urbaine. Salut Francis. Bonjour Raph. Il n'y a pas de problème si on t'appelle Francis plutôt que Francis-Olivier? Parfait, pas de problème. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie. Alors, on va commencer tout de suite par se parler, évidemment, de la dernière année qu'on a vécue, année pandémique quand même, aussi pour parler de votre implication dans la jeune chambre. Alors, je vais commencer par toi, Jean-Philippe. Parle-nous un peu de ton entreprise, de comment tu as vécu la dernière année. Donc, on ne sera pas de cachette, le domaine de l'événementiel, ça a été le domaine qui a été le plus touché, à mon avis, pendant la pandémie. On a été les premiers fermés le 13 mars et on va être encore sûrement les derniers à réouvrir parce qu'on veut pas, là, même si on peut se permettre de faire des toutes petites choses, on est loin de pouvoir dire que c'est une reprise qui est commencée. Donc, c'est sûr qu'on a, on voit beaucoup, on vit beaucoup au jour le jour. C'est impossible de prédire quand est-ce que ça va rouvrir, quand est-ce que ça va faire. Surtout dans mon domaine de l'événementiel, qui est les réceptions. Surtout les réceptions quand même là, de grosse capacité avec ma salle de 500 places. Il n'y a rien qui se décide 2 semaines d'avance. C'est tous des événements qui demandent plusieurs semaines, plusieurs mois même de planification avant de réussir à mettre des événements comme ça sur pied. Donc, le jour qu'ils vont nous annoncer qu'on rouvre, c'est à ce moment-là que les comités vont commencer à travailler. Fait que ça va être encore quelques mois vraiment avant qu'on puisse avoir des événements à ce moment-là. Donc, on a beaucoup travaillé, on planifie des choses, puis finalement, on ne doit pas le faire, ou on planifie, on l'annule. On a passé quand même plusieurs mois à travailler un petit peu dans le beurre. Donc, c'est sûr qu'il a fallu se concentrer nos énergies un petit peu à la bonne place, essayer de voir toutes les aides financières qu'on pouvait peut-être aller chercher, même si je continue à dire que dans notre cas, ça n'a vraiment pas été des gros montants. Donc, ça a été le terme à la mode, se réinventer. Oui. Nous, c'est vraiment à ce moment-là là, qu'on a complètement ouvert une nouvelle compagnie avec le Cornet du Coin. Ça reste de la restauration, ça reste accueillir les gens, ça reste plein de choses, mais qui est complètement une nouvelle entreprise pour nous, là, qu'on connaissait rien. Puis comme pour ceux qui nous connaissent un petit peu, là, on est habitué de se revirer sur un 10 cents. C'est ce que vous avez fait? Effectivement. Donc, début mars, on a décidé qu'est-ce qu'on pouvait faire. On cherchait des idées quand même depuis longtemps. On voulait pas travailler pour rien avec un projet qu'on n'allait pas pouvoir continuer, mais que notre entreprise allait recommencer. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée là, d'un bar laitier. À l'intérieur de notre bâtisse, on a transformé un bureau en bar laitier. On a refait la façade extérieure, on a travaillé les menus. En dedans de 2 mois, là, on est parti de « OK, on le fait ». Et, comme je te dis, ça c'était début mars. Et à la 30 avril, on servait nos premières crèmes glacées. Pendant 2 mois, on a dit, bon, ben parfait, on le fait. Comment ça fonctionne? C'est quoi ça un bar laitier? Donc, trouver des fournisseurs, magasiner les équipements, se former, engager plus d'une vingtaine de personnes, former ces personnes-là, faire la conception des menus, tout le graphisme, toute la conception, les rénovations. À ce niveau-là aussi, il fallait tout concevoir, comment ça allait être fait, comment ça allait marcher, trouver les fournisseurs de nourriture, trouver aussi les fournisseurs de contenants, parce qu'on voulait des contenants écologiques. C'est pas quelque chose qui se trouve à tous les coins de rue, là, même si on pourrait penser que tout le monde devrait utiliser ça. Je vous dirais que la grande majorité des gens, dans ce qui est l'utilisation unique des contenants, ben, les gens ne sont pas encore très de contenants compostables, recyclables et tout ça. Là. Donc, faut magasiner beaucoup. Donc, ça a été 2 mois là, très, très intense. Puis je pense que c'est là qu'on réalise qu'on aime. Puis je pense qu'on est un peu fait pour être entrepreneur. Oui, puis effectivement, le changement d'entreprise n'a pas été facile. Le terme se réinventer qu'on a beaucoup utilisé. Puis on reviendra sur le financement tantôt. Parce que j'ai le goût d'entendre aussi Francis sur le sujet. Là. Donc, de ton côté, Francis, avec Adrénaline Urbaine, comment ça s'est passé dans la dernière année? Au même titre que JP, ça a été rough. C'est sûr, dans les débuts, tout le monde a dû s'adapter, se réinventer. Nous, notre façon, ça a été vraiment le web. Ça a été ça. On était présent quand même de façon importante sur le web, mais on a poussé ça à un autre niveau. Puis c'est là qu'on a vu vraiment le pouvoir que le web pouvait avoir côté événementiel.
Ça a été un guess à prendre aussi. Il a fallu en prendre des guesses. Au début, c'était de l'essai-erreur, comme JP a dit. Mais nous, au final, ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Ça a vraiment bien été. On a réinventé notre plus gros événement qui avait lieu au centre-ville de Trois-Rivières, qui était le défi hors-piste. Chaque année, c'était un annuel. C'était un gros rassemblement. En fait, c'est devenu le plus gros rassemblement de sport de planche au Québec. Et on a surfé la vague, sans dire de jeu de mots, mais sur le web, on a vraiment touché une plus grande clientèle. On a adapté sous forme de défi, en fait, accessible à toute la population du Québec, à pouvoir l'essayer, surtout en temps de COVID. Le monde pouvait le faire derrière chez eux. C'était des défis créatifs dans le mode hors-piste, donc on rend ça créatif. C'était le plus flyé, si on veut, qui gagnait des prix. Et ça a vraiment eu des répercussions assez majeures. On a réussi à garder pratiquement tous nos partenaires. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Ça nous a permis aussi de continuer à offrir du travail à nos employés. Ça, c'était super important. Moi, je te dirais que c'est la priorité que je voulais, c'est de garder mon équipe à l'interne. On le sait aujourd'hui, c'est un peu la denrée rare, la main-d'œuvre, puis les bons employés, on veut les garder. Fait que ça a été notre façon à nous. Et ce fameux défi hors-piste-là a fait la première été du COVID et l'hiver qu'on vient de passer. On a eu des très, très belles retombées. On parle de millions de visionnements. Ça a été assez majeur et on a un retour pour cet été parce qu'on s'y attendait. On voulait vraiment revenir en présentiel, mais on savait que c'était une chance sur deux. Fait qu'on l'avait gardé dans notre poche de le refaire cette année et c'est une très belle option parce qu'on vient de le lancer là, officiellement cette semaine et on aura de très beaux chiffres aussi reliés à ça. Et une plus grande clientèle, certainement. T'sais, notre nom a voyagé à travers le Québec. On est passé d'une entreprise quand même locale à provinciale en l'espace d'un an. Exactement. Fait que ça, c'est un plus pour nous. Sinon, ben, c'est sûr qu'on a notre centre sportif, le Backyard, qui est aussi une forme d'événementiel. On aime ça faire des happenings là. C'est sûr que là, c'est plus tranquille là, ces temps-ci. On donne des cours privés. On commence les cours de groupe cet été. On fera assurément des petits happenings. Je peux l'annoncer. Là, on travaille là-dessus. Des petits parties. Ouais, des petits, comme dirait notre gouvernement. Mais oui, des petits rassemblements de quelques personnes pour se faire bien du plaisir sur le boulevard des Forges. Ouais. Petit en nombre, mais pas petit en... Ah, c'est ça. On regarde les surprises. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur le financement que tu nous parlais tantôt, Jean-Philippe, parce que, puis on en a parlé avant d'entrer en ondes dans ce podcast-là, le financement est venu tard pour le domaine événementiel. On dirait que les élus politiques ne savaient pas trop, bon, est-ce qu'on prend une décision ou non? Est-ce qu'on en donne? Combien on en donne? Sous quelle forme on donne? Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé que ça a été tardif, le financement pour l'événementiel? Oui, honnêtement, même que nous, on a créé un regroupement de l'événementiel partout au Québec pour réussir à se faire entendre là, au niveau des ministres, au niveau des députés, là, un petit peu partout au Québec. Là, on a travaillé pendant au moins, là, je vous dirais, un mois non-stop là, avec notre ami Marc Duval de Décoralium, entre autres, et M. Letarte d'EcoBike. On a vraiment là, travaillé très fort pour se faire entendre. C'est sûr que ça, comme moi je l'ai toujours dit, personne n'a mal voulu faire dans cette histoire-là. Tout arrivait très vite. Il avait tellement géré tellement de compagnies que l'aide est venue un peu égale à tout le monde, sans vraiment tenir en compte de la difficulté que certaines entreprises pouvaient avoir. C'est ça que je l'ai dit. Là, oui, nous, la subvention salariale, c'était correct, on était complètement fermés. Fait que oui, les premières semaines, j'ai gardé des employés, on a fait faire du ménage, ils ont été payés par les subventions, mais à un moment donné, tu as fait le ménage de cuisine pendant 2 semaines, là, tu peux pas continuer à la refaire. Là, les employés veulent juste pas. Là, à un moment donné, c'est juste ça. Fait que on pouvait pas être ouvert, on devait être complètement fermé. Fait que la subvention salariale, ça nous a pas servi à grand-chose, nous, vraiment, honnêtement. C'est sûr que je le dis, si j'avais pu marcher à 50% de ma capacité puis que j'aurais eu mes employés de payer en bonne partie, c'est sûr que là, ça aurait pu combler le manque à gagner, mais c'est pas le cas parce qu'on était complètement fermé. Par la suite, il y avait l'aide au niveau des subventions des loyers. Moi, étant propriétaire de ma bâtisse, j'avais pas le droit à ça. Ça couvrait seulement la partie intérêt de notre prêt. Et encore là, on s'entend que la partie intérêt, c'est pas toujours la partie la plus élevée. On a eu un certain moment donné, donc si on prend en compte que c'est arrivé le 13 mars, au mois d'octobre, il y a eu une première aide vraiment qui est arrivée qui couvrait 80% des frais fixes. Pas tous les frais fixes non plus. Faut ça aussi, il faut le souligner. Donc, il y avait quand même une partie importante encore pour nous à payer. Puis ça, je le dis, 80% des frais fixes, il faut le payer. L'autre 20% quand on est complètement fermé. Puis ça fait déjà 6-7 mois que je paye tous les frais, malheureusement. Et cette aide-là a été octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars.
En mars, lorsqu'on est revenu en zone orange dans la région, puis on permet au restaurant de réouvrir, on a perdu cette aide-là. Même si nous, l'événementiel, j'ai toujours pas le droit aujourd'hui. J'ai le droit à faire des événements de 25 personnes, si on veut, mais on va s'entendre qu'il n'y a pas personne qui est intéressé de faire un mariage en 25 avec des masques malgré tout. Fait que la réalité est qu'on est encore complètement fermé au niveau des salles à ce présentement. Donc, c'est sûr qu'honnêtement, l'argent est vraiment sorti de notre poche, c'est notre fonds de retraite là, qui s'écoule à tous les jours. Si tu me permets, en plus, c'est une question qui est revenue, là, j'aborde cette semaine parce qu'on en a parlé, puis bon, je sais que le podcast va être diffusé plus tard, là, mais quand même, on a parlé beaucoup du nombre de personnes au Centre Bell. Le fait que, on pouvait avoir plusieurs personnes, des milliers de personnes, puis il y avait des événements qui disaient, mais nous, on peut même pas recommencer à travailler normalement puis recevoir, mettons, une centaine de personnes, puis eux, ils peuvent. Ça en fait beaucoup aussi jaser cette semaine, ça. Oui, honnêtement, c'est sûr que c'est frustrant. Honnêtement, moi, je le dis, c'est beaucoup plus sécuritaire que je puisse avoir 100 personnes dans mes salles, assises dans des tables avec la distanciation, surveillées par des employés, qu'on le voit au Centre Bell, que quand tout le monde sort, tout le monde est un peu fou, puis que tout le monde crie, puis que tout le monde est heureux. Je comprends la folie du hockey. Je suis fan de hockey moi aussi, puis je suis bien content. Honnêtement, ça peut les aider à gagner. Il n'y a pas personne qui s'en plaint. Mais je te dirais qu'en même temps, entrepreneurs, on vit tellement de stress, tellement d'angoisse, tellement de problématiques que je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler puis comment je peux, moi, travailler présentement pour amener des petites choses à ma compagnie, d'où le fait d'avoir ouvert le Cornet du Coin. Je préfère mettre toutes mes énergies à développer le succès de cette entreprise-là que de devoir m'acharner malheureusement sur d'autres choses. On ouvrira quand on ouvrira. Même chose des subventions, on a travaillé très fort pour essayer d'en chercher plus. Parce qu'au début, c'était ça aussi. Il y a eu de l'argent qui arrivait pour les compagnies qui étaient fermées. Exemple, nous, le salle de réception avec le traiteur, on était fermés, on a eu le droit à cette aide-là des frais fixes. Mais mes amis qui avaient des compagnies de décoration, ils n'étaient pas fermés, ils avaient le droit d'en faire. Il n'y a personne qui interdisait de faire de la décoration. Fait que donc, vu qu'ils n'étaient pas fermés, ils n'avaient pas le droit à de l'aide. Mais vu que toutes les salles sont fermées, les compagnies de décoration, personne ne pouvait en faire. Fait que il y avait un petit peu des fois cette injustice-là qui était dure à calculer. Je sais qu'il y a bien des gars qui ont réussi, qui ont ouvert des studios justement pour faire du virtuel, des choses comme ça. Tout le monde ça a forcé une créativité, ça a forcé les gens à se travailler, se développer, pas juste se fier au prêt, ce qui est quand même une très belle chose. Puis je pense que c'est la force des entrepreneurs, puis ces compagnies-là qui vont être encore là aujourd'hui, puis qui vont s'en sortir grand gagnant, c'est officiel. Mais je pense que c'est un peu notre travail d'entrepreneur de focusser sur ce qu'on a un certain contrôle, ce que nous, on peut travailler, ce que nous, on peut améliorer dans notre compagnie, que de devoir se préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Avant de changer de sujet puis de passer la parole à Francis, on va commencer par prendre une petite bière, si vous le permettez. Alors, j'inviterai Martin, justement, qui est directeur de la shop, l'endroit où on se trouve actuellement pour collaborer pour ce podcast, à venir nous servir la bière d'aujourd'hui. Alors, tu pourras nous en faire la description. Oui, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la bière qu'on va déguster, c'est la Monsieur Pau de la brasserie La Pécheresse qui est située à La Tuque. On parle d'une IPA de type Nouvelle-Angleterre, donc une IPA qui va être très fruitée. Ça va rappeler des goûts un peu agrumés, un peu fruits tropicaux, sans toutefois qu'il y ait des fruits à l'intérieur. C'est le houblon qui va donner toute cette aromatique-là. Et bien sûr, puisqu'on parle d'une IPA, on a quand même une bière avec une certaine amertume, bien balancée, pas trop intense, pas trop faible. Donc, de ce pas, je vais vous servir ça. Alors, je le rappelle, merci beaucoup à Martin, également à toute l'équipe de la shop là, pour nous accueillir aujourd'hui puis pour collaborer sur ce podcast. Puis pendant justement que Martin fait la distribution de la bière, j'aurais le goût de te poser la question, Francis Olivier. On va changer un petit peu de sujet. On va parler évidemment de votre implication aussi dans la Jeune Chambre, du réseautage que ça vous a permis justement de faire, des liens que vous avez tissés avec la Jeune Chambre. Qu'est-ce que ça a changé au niveau entrepreneurial pour toi, Francis? Des contacts, c'est sûr. Je pense que c'est de participer à des 5 à 7, des activités créatives de la Jeune Chambre, c'est toujours agréable. Puis j'en suis devenu un partenaire rapidement dès la première année parce que j'aimais le vibe, j'aimais le fait que ça soit pas trop corporatif. Je pense que c'est quand j'étais allé à la première rencontre de la Jeune Chambre, c'était le mot qu'elle a décrit, c'est de démocratiser un peu le monde des affaires. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai embarqué à pieds joints là-dedans. Je pense que ça a vraiment eu de beaux impacts. Les galas qu'ils font également pour les entrepreneurs à Trifluvien, vraiment, vraiment agréable. Donc, le gala et disque, nous, ça a été un bel élément déclencheur pour nous au niveau de notoriété. On a gagné 3 prix au gala et disque en 2020. Donc, ça, c'est quand même très, 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 très agréable d'avoir ça pour les entrepreneurs trifluviens. Je pense que c'est une belle reconnaissance. Oui. On peut faire un chin là-dessus, je pense. Allons-y. Alors, merci beaucoup à Martin. Merci à la shop. Santé, Cheers. Messieurs. Cheers.
Merci à Catherine qui nous regarde. Alors, Catherine Lessard, qui se trouve juste ici à côté de nous, la directrice de la Jeune Chambre, on la salue d'ailleurs. On va continuer justement sur le sujet de la Jeune Chambre. Je veux savoir aussi, pour les entrepreneurs en Mauricie, comment ça se passe actuellement? J'imagine que vous prenez le pouls, vous parlez là, dans le domaine entrepreneurial. Est-ce qu'en ce moment, faire de l'événementiel en Mauricie, c'est quelque chose de le fun, de captivant? Peut-être, Jean-Philippe, y aller de ton côté? C'est une bonne question? C'est une bonne question. Oui? On peut dire que c'est le fun présentement. Non. Non, mais je veux dire, outre la pandémie, je parle pour la région de la Mauricie, là, nos entrepreneurs, le domaine événementiel, comment ils se portent si on met de côté la pandémie? Oui, en fait, oui, moi, j'adore mon métier. Je suis passionné de ce que je fais. 8 ans propriétaire de l'entreprise. On le voyait un petit peu avant la pandémie. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Puis je suis sûr que ça va beaucoup se poursuivre. Il y a une belle entraide entre les compagnies. Tu sais, il n'y a pas de gens qui vont dire « Ah, lui, il est pas bon » ou on va être bien plus à se référer. Je suis complet, va voir lui, ça va super bien. On n'est pas sûr de certains contrats, comment on devrait le faire. Je ne suis pas gêné d'appeler un autre traiteur et de demander un conseil. Il a déjà été là, comment ça s'est passé. Il y a une belle collaboration. Super belle collaboration. On parle de certains gars-là. Moi, je le vois chez nous. Des fois, on a fait des événements, puis on était 4-5 traiteurs qui sont en compétition directe normalement. On vient travailler sur le même contrat, ça nous fait plaisir. Puis tout le monde est là, puis tout le monde travaille, tout le monde s'aide, tout le monde va prendre une bière ensemble. Quand la pandémie a commencé, moi, je le sais, justement, les entreprises normalement qu'on pourrait dire en compétition, ce que je trouve qui n'est pas vraiment le cas. Quand on va en pandémie, on s'est mis des notes à faire de la saucisse maison, des choses comme ça, de la sauce à spaghetti, des pâtés. Je pense que tout le monde est venu l'acheter, puis il était quand même c'était le fun. Jean-Philippe, c'est bon ce que vous faites, les encourager. Faites la même affaire, j'achète des plateaux au vin, je fais aller chercher des plats au Castel. On réussit malgré tout à travailler ensemble puis de se donner un coup de main. Moi, je dis à Trois-Rivières, il y a de la job pour tout le monde. Ça donne à rien d'essayer de faire une compétition malsaine, si on veut. C'est beaucoup mieux de s'aider puis de réussir à rendre tous les clients heureux puis de faire justement de la région une des meilleures places pour faire de l'événementiel. Parce que je le dis, c'est le fort dans le temps de Montréal et Québec. Oui. De plus en plus, il y a des... Surtout avec le télétravail, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de compagnies qui vont avoir des employés qui vont s'éloigner du bureau mère puis qui vont pouvoir faire justement, s'ils veulent garder la mentalité, le cœur de l'entreprise, il faut que les gens continuent à se voir. C'est une des choses, je pense, que du télétravail, des fois, l'empreinte de l'entreprise, ça va se perdre en télétravail si les gens ne sont pas ensemble régulièrement. Fait qu'il va y avoir un petit peu plus de ces lacs à l'épaule, de réunions, de groupes où est-ce qu'ils vont pouvoir se rejoindre puis qu'ils vont pouvoir venir toute l'après-midi en rencontre chez nous, souper, aller passer du temps chez Adrénaline Urbaine, puis revenir coucher, le lendemain continuer la réunion. Il va y avoir plein de belles collaborations qui vont se faire comme ça chez les compagnies pour justement entertainer la main-d'œuvre, donner un plus à la main-d'œuvre et qu'on puisse garder les gens dans les entreprises. Fait que moi, j'adore faire de l'événementiel à Trois-Rivières. Je suis content que tu le dises parce qu'on pense souvent à Québec, on pense à Montréal, on pense au grand centre, mais il faut aussi penser que, oui, la Mauricie, Trois-Rivières, c'est entre les deux. Puis nous aussi, on a le droit d'avoir des beaux et gros événements, puis on en a, justement. Puis c'est le fun de voir que les entrepreneurs font des choses pour leur région. Tu sais, il y en a qui vont peut-être se dire, je vais aller m'expatrier. Tu sais, puis j'ai rien contre la métropole, Montréal ou Québec, mais c'est le fun aussi d'avoir des activités qui sont de chez nous, avec des jeunes chez nous. Puis c'est le cas aussi chez Adrénaline Urbaine. Vous avez de la main-d'œuvre de chez nous, puis c'est des jeunes, justement, de la Mauricie puis du centre du Québec qui viennent vous voir. Là. Effectivement. C'est fait par des jeunes pour des jeunes, oui. Comme j'aime le dire, mais c'est ça, on a passé par là, on connaît ça, c'est tous des gens de la région. Puis je poursuis sur ce que JP a fait, a dit, la collaboration à Trois-Rivières, on la sent. C'est d'un coin de rue à l'autre, on s'entraide. Puis moi, je viens d'un village. Il y a un petit village, puis pour moi, ici, c'est un grand village. On retrouve pas ça dans les grandes métropoles, comme tu as dit, comme Québec, Montréal. J'ai eu des choix à faire parce que pour mes événements, je me suis fait approcher par les grandes villes. Puis j'ai décidé de rester local parce que j'avais de belles collaborations. Puis en partant avec la Corporation des événements de Trois-Rivières qui nous ont appuyés de A à Z, on l'a fait, ça a commencé par le petit défi hors-piste, je l'appelle la phase 1 parce que ça n'existait presque pas. C'était un rêve qui devenait réalité. Après ça, ils nous ont approchés, nous ont chapeautés. Ça a été du mentorat, puis ça en est devenu un des plus gros événements sportifs au Québec. Fait que juste pour ça, l'aide qu'on a eue à travers ça à Trois-Rivières, c'est super. Fait que pour quelqu'un qui veut s'établir en événementiel, qui a une idée, je pense qu'il y a ce support-là qui est important aussi. Il faut le mentionner pour les jeunes qui veulent se lancer. Puis, bien sûr, des GP, d'autres les festivals qu'on a collaboré ensemble, le Grand Prix de Trois-Rivières, Doom. Fait que, c'est ça, c'est le côté... tout le monde est proche, puis tout le monde a le goût que chacun ait du succès dans ce qu'il fait.
J'ai le goût de terminer le podcast en vous parlant un petit peu de l'avenir de l'événementiel. Parce qu'on sait que là, on a parlé de se réinventer. Il y a les technologies qui entrent en ligne de compte. Il y a tout aussi l'aspect d'être un petit peu partout. Tu sais, les médias sociaux, tu en as parlé tantôt, le fait d'être sur le web, d'être en ligne. Ça concerne peut-être un petit peu plus l'adrénaline urbaine, mais quand même, tu sais, il y a un renouveau qu'on doit avoir puis de s'adapter à 2021. Comment vous le vivez? Vous pensez que ça va être quoi l'avenir de l'événementiel de chacun de votre côté? Je commence par toi, Jean-Philippe. Moi, je pense que ça va changer. Il y a des joueurs du milieu qui ont évolué, qui ont changé. Il y en a qui ont changé complètement leur fusil d'épaule, qui font autre chose maintenant. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir les premiers mois, là, le voir vraiment comment est-ce que les gens vont vouloir faire. Moi, je le dis malheureusement, il y a beaucoup de gens de notre domaine qui ont pris goût à avoir des week-ends de congé, chose qu'on n'avait pas le luxe d'avoir. Donc, c'est sûr que ça va modifier un petit peu. Je pense que les gens vont beaucoup penser à eux malgré tout. Donc, le genre d'événement, comment ça va se passer, comment ça va se gérer, ce que les gens vont être prêts à faire, c'est sûr que ça va changer énormément. Puis oui, je pense que tout comme dans le télétravail, il va y avoir des formules hybrides qui vont vraiment émerger. On n'a pas la chance de les vivre. Au début, le télétravail, tout le monde n'aimait pas ça. Les réunions en Zoom, le monde n'aimait pas ça. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un 30-40% des gens qui préfèrent faire des réunions en Zoom qu'à la maison. Ça n'apporte pas la même dynamique, ça n'apporte pas le même résultat officiel. Fait que des fois, il va en avoir, des fois, il n'y en aura pas. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être avoir moins de certaines réunions. Des fois, je dis des plus petits groupes, ça va mieux. C'est sûr que quand on commence à être 20 en Zoom, c'est pas tout le monde qui peut parler, c'est pas tout le monde qui réussit à avoir la parole de la même façon. On ne réussit pas à chercher la même créativité. On ne réussit pas à dégager les mêmes solutions. Je pense que c'est sûr que c'est pas aussi innovant, les réunions en Zoom, que qu'est-ce qu'on peut avoir en présentiel. Le feeling n'est pas le même. Donc, c'est sûr que ça va, au niveau des réunions, je suis convaincu que ça va revenir beaucoup. Mais le contact humain dans les réunions puis lors des événements aussi. Oui, le fait de parler à votre monde. Non, ça, c'est officiel que tout ce qui est gala, tout ce qui est événement, tout ce qui est soirée, reconnaissance, ça, je suis convaincu que ça va revenir comme c'était. Les gens s'en ennuient. On le voit tous les jours, le monde qui nous appelle, qui nous dit qu'ils ont donc hâte de revenir au complexe prendre un shooter, qui ont donc hâte de revenir vivre la soirée, la musique. C'est comme je dirais, comme écouter une game de hockey à la télé au Centre Bell. C'est pas comparable. Non, exact. Il n'y a rien de comparable. Fait que c'est sûr que l'événementiel, ça ne sera pas perdu. Puis on a hâte de revenir. Puis Francis, Olivier, en terminant, si je parle de ton côté, puis tu as beaucoup de jeunes, évidemment, dans ton équipe, puis tu veux, aller chercher les jeunes. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je pense que les jeunes, ils ont le goût de bouger. Est-ce que c'est toute la population qui va avoir le goût de sortir puis revenir comme avant? Je crois pas. Est-ce qu'on aura les parties comme dans le temps de la Saint-Jean? Je sais pas. Peut-être pas à court terme, mais je crois que le hybride va être de mise. Va être vraiment la prochaine génération événementielle qui s'en vient. Le hybride va être fort parce que JP l'a dit, il y a des avantages au web d'être derrière son écran, mais il y en a aussi des avantages à être en présentiel. Je pense que l'expérientiel va toujours rester. Puis moi, je suis du type à vouloir faire vivre aux clients les 5 sens. Puis ça, c'est dur de le faire vivre derrière un écran. Mais il y en a qui vont vouloir aller vers la simplicité, que c'est facile chez eux. Ils choisissent leur horaire, tout. On pense aux centres sportifs qui se sont adaptés, puis les cours sont rendus privés chez eux. Il y en a beaucoup qui aiment ça maintenant. Fait que l'événementiel, peut-être, va être ça aussi. Je pense que surtout en mode conférence, on va aller toucher à cette clientèle-là. Faire une grande conférence, il y a peut-être une moitié de la clientèle qui va être en hybride sur un écran et une autre moitié qui va être en présentiel. Moi, je m'attends à ça pour un retour progressif. Plus de choses personnalisées. Exactement. Plus des spectacles de 10 000 personnes, mais des petites salles qui vont devenir très populaires. Je pense que c'est ce que les gens vont apprécier, d'avoir une certaine intimité. Ils vont préférer faire un party de la Saint-Jean à 50 à quelque part que d'être 1 million sur les plaines. Des choses comme ça, je pense que c'est ce qui va ressortir. Je suis d'accord. Beaucoup. Vous entendez bien. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir un partenariat entre le Cornet du Coin et le défi hors piste, une crème glacée. Une crème glacée jaune, ça s'en vient. Merci beaucoup, les gars. Super apprécié. Alors, je vous représente Jean-Philippe Martin, copropriétaire du complexe La Violette et du Cornet du Coin, et Francis-Olivier Jutras, propriétaire d'Adrénaline Urbaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Merci, excellent. Oui, un gros merci encore aux gens de la shop. Alors, merci beaucoup à Martin, le directeur, qui nous a servi la délicieuse bière. C'était le 3e podcast d'Au cœur de la Jeune Chambre, puis on se retrouve pour le prochain. Mon nom était Raphaël Pepin. Merci d'avoir été avec nous. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie.